Le basculement du 8 mai 2025 surgit comme une cassure nette lorsque 2,4 milliards de dollars sentent soudain le circuit de l'aide pour rejoindre un crédit agricole conçu en interne. Cette translation, en apparence comptable, renverse pourtant un ordre ancien et projette un pays longtemps dépendant vers un modèle où chaque ménage peut devenir acteur direct de son propre financement. Que révèle vraiment ce déplacement pour les familles rurales et surtout pour Ibrahim Traoré face à l'ambition de transformer une aide conditionnelle en levier productif local? Une trajectoire nouvelle se dessine, brève mais décisive. Si le réacheminement de 2,4 milliards de dollars vers un crédit agricole national semble ouvrir la voie à une autonomie accrue, il expose également le pays à un pari considérable, celui de confier directement aux ménages ruraux un dispositif financier qui doit fonctionner sans les garde-fous externes autrefois imposés par l'aide internationale. Ce projet prétend offrir un avantage déterminant, une stabilité financière structurelle pour les communautés agricoles, mais il place en même temps l'économie rurale face à une responsabilité nouvelle, mesurable dans chaque prêt enregistré numériquement. Le risque est clair, sans discipline collective, le système pourrait perdre son élan et fragiliser l'ensemble du mécanisme. Le bénéfice, lui, tient dans la possibilité de transformer une dépendance historique en un capital productif maîtrisé localement. D'où une question qui demeure comme un micro-accroche. Cette promesse de souveraineté économique peut-elle réellement survivre aux premières tensions opérationnelles? Les enjeux sont donc doubles. Consolider un cadre financier transparent et prouver qu'un modèle endogène peut soutenir durablement les agriculteurs. Dans plusieurs coopératives rurales, le nouveau crédit s'est imposé comme un repère opérationnel plutôt qu'un simple dispositif financier. Les responsables locaux habitués aux délais et aux validations successives de l'aide extérieure découvrent un système où chaque prêt enregistré numériquement produit une réponse quasi immédiate sur le terrain. Ils deviennent ainsi des acteurs guides capables de suivre l'évolution des décisions agricoles sans dépendre d'intermédiaires éloignés. Leur rôle n'est plus d'attendre, mais de traduire en actes des choix que les ménages assument désormais directement. Deux micro-cas éclairent ce glissement. Dans une zone sèche du Sahel, une coopérative a utilisé son premier prêt pour installer une pompe solaire modeste mais décisive. L'humidité du sol a pu être maintenue pendant une période critique, ce qui a préservé une partie de la récolte qui aurait autrement été perdue. Plus au sud, un petit groupe de jeunes revenus de la ville a pris en charge l'organisation d'un entrepôt communautaire financé par un crédit initial. Ils y gèrent désormais la ventilation, la rotation des lots et le calendrier des livraisons, démontrant comment une simple ligne de financement peut infléchir des trajectoires professionnelles. Ces expériences, limitées mais significatives, constituent les premiers marqueurs d'un changement d'échelle. Le crédit ne se contente plus d'alimenter la production, il modifie la responsabilité locale et redéfinit la capacité d'anticipation des communautés. Ce que l'on observe n'est pas une rupture spectaculaire, mais une transition méthodique où chaque décision s'imbrique dans la suivante. En somme, la responsabilité locale redessine l'efficacité du développement. Le déclencheur se produit lorsque les autorités décident, en une seule bascule administrative, de convertir les 2,4 milliards de dollars autrefois classés comme aide internationale en un mécanisme national de crédit agricole. Le geste paraît technique, limité à une réallocation budgétaire. Pourtant, il transforme immédiatement la structure décisionnelle qui ordonnait l'ensemble du système. Les rapports, les visites programmées, les validations successives disparaissent au profit d'un circuit interne où chaque ménage agricole peut accéder à environ 2,400 dollars, utilisables pour des semences, des outils, des systèmes d'irrigation ou les premiers équipements de stockage. C'est à ce moment que le discours d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans la dynamique, non pour annoncer une rupture spectaculaire, mais pour marquer une intention persistante de replacer l'initiative économique au niveau national. La montée se fait rapide. Dans plusieurs régions, les familles ne s'adressent plus aux bailleurs internationaux pour obtenir une autorisation ou pour débloquer des fonds. Elles utilisent directement l'infrastructure financière locale, enregistrent leurs demandes, reçoivent un décaissement numérique, planifient leurs achats et ajustent leurs priorités sans attendre.
Les coopératives deviennent les premiers indicateurs du changement. Elles observent, en temps réel, la manière dont les crédits modifient les décisions quotidiennes. On voit apparaître des registres numériques où chaque transaction figure publiquement, établissant une visibilité qui n'existait pas dans l'ancien système. Là où l'aide impliquait une temporalité fragmentée, le crédit impose un rythme continu, resserré, parfois presque immédiat. Le point culminant surgit lorsque le mouvement financier rencontre l'infrastructure matérielle déjà annoncée, les 50 000 puits prévus, les 10 000 pompes solaires et les 1500 centres de stockage s'intègrent à la logique du crédit et en amplifient l'impact. L'eau atteint les sols les plus secs, réduisant les pertes liées aux périodes critiques de sécheresse. Les pompes solaires limitent la dépendance énergétique. Les centres de stockage diminuent drastiquement les détériorations post-récolte, ce qui stabilise les revenus locaux. Dans les coopératives, chaque remboursement visible, documenté, partagé, crée une discipline interne qu'aucune procédure extérieure n'avait réussi à instaurer durablement. Les familles produisent davantage, perdent moins, et le pays réduit progressivement ses importations alimentaires. Cette inflexion attire l'attention internationale, critiques occidentales sur les risques, inquiétudes institutionnelles sur la perte d'influence, mais aussi reconnaissance implicite qu'un modèle autonome peut fonctionner. Les répercussions s'étendent ensuite dans des directions inattendues. Dans certains villages, des jeunes revenus de la ville prennent en charge l'entretien des pompes et la gestion des entrepôts communautaires. Dans d'autres, les familles réorganisent leurs calendriers agricoles, créent des stocks de sécurité ou diversifient les cultures. La perception même du risque change. L'endettement n'est plus vécu comme une dépendance, mais comme un outil productif que l'on contrôle. Sur le plan régional, les pays du Sahel observent le processus et envisagent, pour certains, d'emprunter la même voie. À l'international, la réduction des délais administratifs et l'automatisation des contrôles via l'enregistrement numérique illustrent un modèle qui contourne les procédures importées sans pour autant les nier. Ce fil d'événements compose une dynamique cohérente, une réallocation budgétaire, un crédit distribué directement, une infrastructure opérationnelle qui accélère le mouvement, une transparence qui discipline les acteurs, puis une capacité nationale qui se renforce au quotidien. Le récit ne se confond pas avec un tournant dramatique, il avance par glissements successifs, par ajustements concrets, par une addition de décisions locales qui transforment silencieusement l'économie rurale. Le rôle d'Ibrahim Traoré dans cette séquence sert moins de point focal que de ligne de continuité reliant les choix structurels à une stratégie de souveraineté assumée. Une mécanique progressivement autonome s'installe. Et c'est cette autonomie, plus que le geste initial, qui reconfigure la trajectoire du pays. Le point de départ est lisible. L'ancien système reposait sur une ode internationale soumise à des chaînes de validation longues, fragmentées et dépendantes de bailleurs extérieurs. Les rapports accumulés, les visites périodiques et les délais successifs produisaient une inertie structurelle qui ralentissait les décisions agricoles. Cette temporalité imposée depuis l'extérieur constituait le baseline d'un modèle où les ménages ne contrôlaient ni le rythme, ni les conditions d'accès aux ressources productives. La dépendance ne tenait pas uniquement aux fonds reçus, mais à la logique procédurale qui en définissait l'usage. Le delta apparaît au moment où le Crédit national remplace ses séquences administratives. Chaque prêt est désormais enregistré numériquement, consultable et traçable du décaissement au remboursement. La transformation n'est pas théorique, elle s'observe dans la circulation directe des fonds, dans la rapidité d'exécution et dans la responsabilisation progressive des coopératives. Le flux se déplace d'un contrôle externe vers une gestion interne, ce qui modifie non seulement la mécanique financière, mais aussi les comportements des acteurs locaux. La première donnée significative réside dans la conversion effective des 2,4 milliards de dollars en un fonds de crédit rural. Autrement dit, ce montant crée une capacité immédiate d'investissement agricole nationalisé. Il alimente des prêts accessibles aux ménages, sans passer par les validations successives qui caractérisaient l'aide. La valeur n'est pas seulement comptable,
Elle marque la transition d'un capital exogène conditionnel vers un capital endogène contrôlé. La source montre comment cette somme devient un flux continu de micro-décisions, chacune enregistrée publiquement, chacune visible par les coopératives. La transparence agit alors comme un mécanisme de stabilisation. Une transaction documentée réduit les risques d'opacité et renforce la discipline des remboursements. La seconde donnée essentielle concerne la productivité agricole, décrite comme pouvant augmenter de 30 à 50% selon les zones. Autrement dit, cette hausse reflète une combinaison directe d'eau, stockage et outils améliorés. La progression ne dépend pas d'un unique facteur, mais de l'emboîtement des infrastructures annoncées, puis pompes solaires, centres de stockage, avec l'accès au crédit. L'eau stabilise les sols, les pompes réduisent la dépendance énergétique, les entrepôts limitent les pertes post-récolte. Les ménages produisent davantage parce qu'ils perdent moins, et cette dynamique cumulative matérialise un changement dont la portée dépasse la somme des dispositifs. La troisième donnée structurelle apparaît dans l'estimation, selon laquelle la réduction des pertes agricoles et l'amélioration de la production peuvent diminuer les importations alimentaires d'environ 200 millions de dollars par an. Autrement dit, ce recul d'importation traduit une consolidation progressive de l'offre agricole nationale. Il s'agit moins d'un gain immédiat que d'un déplacement durable du centre de gravité économique. Le pays construit une base productive capable de répondre à une partie de la demande domestique, tout en renforçant sa stabilité financière. Cette trajectoire ne rompt pas instantanément avec les marchés extérieurs, mais réduit l'exposition aux fluctuations des prix et aux contraintes imposées par l'aide. Ces chiffres, pris ensemble, ne décrivent pas une accélération spectaculaire, mais une recomposition systémique. La transparence numérique discipline les acteurs. L'infrastructure ancre le crédit dans la réalité des sols, des outils et des récoltes. Le recul des importations renforce la souveraineté économique. Le changement repose sur une logique méthodique. Transformer l'aide conditionnelle en un circuit interne pilotable, mesurable et reproductible. Dans cette configuration, le crédit cesse d'être un simple instrument financier pour devenir un mécanisme structurant, capable d'aligner besoins locaux et décisions nationales. Les critiques occidentaux avancent d'abord un argument structurel. Transformer une aide internationale conditionnelle en un crédit agricole autogéré exposerait un pays enclavé à un risque systémique. Selon eux, la gestion de prêts à grande échelle demanderait une expertise que les administrations locales ne possèdent pas encore, tandis que l'absence de supervision extérieure pourrait accroître les défauts de paiement et fragiliser l'ensemble du dispositif. Ce raisonnement repose sur l'idée que la lenteur des procédures internationales constitue, à sa manière, une forme de protection contre des décisions jugées trop rapides ou trop ambitieuses. Le second argument, plus politique, affirme que la réorientation du financement pourrait accroître l'opacité. En retirant aux bailleurs traditionnels leur rôle d'arbitre, le modèle placerait toute la latitude décisionnelle entre les mains du gouvernement. Les observateurs redoutent alors une politisation du crédit, une distribution influencée par les rapports de force internes, difficile à contrôler et susceptible d'amplifier les tensions institutionnelles. Dans cette lecture, la stabilité du Sahel dépendrait davantage d'une surveillance externe que d'une autonomie financière nationale. La réponse issue du terrain, telle que décrite dans la source, renverse progressivement ces deux thèses. La gestion numérique des prêts, publique, vérifiable et automatisée, réduit précisément les zones d'incertitude évoquées par les critiques. Chaque transaction est enregistrée, chaque remboursement consultable, ce qui limite l'arbitraire et recentre la responsabilité sur les coopératives. L'argument d'opacité s'affaiblit. La visibilité intégrale remplace les rapports successifs et les visites sur site qui dominaient l'ancien système. De plus, les infrastructures déjà en construction, puis pompes solaires, centres de stockage, démontrent que le crédit ne reste pas une abstraction financière. Il se matérialise en capacités tangibles qui réduisent les pertes et stabilisent la production. Enfin, l'évolution des communautés rurales fournit un contre-argument inattendu. Loin de politiser le financement, le modèle décrit dans la source renforce la prise d'initiative locale. Semences achetées directement, irrigation collective organisée,
entrepôt géré par des groupes de jeunes revenus de la ville. La dynamique n'est pas celle d'une décision centralisée, mais d'une appropriation opérationnelle. La résilience provient de cette proximité entre le crédit et l'usage, là où l'aide conditionnelle imposait un écart constant entre les intentions et les résultats. Un seuil vient d'être franchi. Au moment où les premiers remboursements apparaissent publiquement dans les registres numériques, la perception du crédit change de nature. Il ne s'agit plus d'un simple instrument productif, mais d'un mécanisme de cohésion interne. Les coopératives constatent que leur discipline financière est immédiatement visible, et cette visibilité transforme la relation au risque, plus sûrement que n'importe quel contrôle extérieur. Le dispositif cesse d'être théorique, il façonne des comportements quotidiens, ancre des habitudes et installe une dynamique collective que l'aide internationale n'avait jamais pu stabiliser. Dans cette transition silencieuse, la figure d'Ibrahim Traoré réapparaît comme un repère politique, non pas un moteur unique, mais un fil reliant la réorientation budgétaire à la volonté de replacer la décision économique au niveau national. Ce midpoint révèle que le cœur du changement ne réside pas dans la masse de financement converti, mais dans la manière dont les communautés réorganisent leurs interactions avec la Terre, les outils et le temps. Ce basculement marque une nouvelle échelle. Le crédit devient un rythme structurant, continu, accessible, capable d'influencer les choix locaux sans dépendre d'autorisations éloignées. Les effets du crédit réorienté apparaissent d'abord dans les ménages ruraux. L'accès à un financement stable permet d'acheter des semences adaptées, de sécuriser l'irrigation grâce aux pompes solaires et d'utiliser, lorsque disponible, les centres de stockage qui réduisent les pertes post-récolte. Les familles ne se positionnent plus comme bénéficiaires passifs d'une aide extérieure, mais comme gestionnaires de leur propre cycle agricole. Elles planifient, diversifient et anticipent davantage, car le crédit n'est plus une faveur, mais un outil contractuel inscrit dans un cadre national. Ce changement d'attitude transforme la relation au risque. L'emprunt devient un investissement plutôt qu'une dépendance. Sur le plan de l'économie nationale, la dynamique suit une logique cumulative. La hausse de productivité, décrite dans la source comme pouvant atteindre 30 à 50% selon les zones, réduit mécaniquement la facture des importations alimentaires, estimée à environ 200 millions de dollars par an. En d'autres termes, les flux financiers cessent de sortir du pays et commencent à circuler en interne. Le crédit se rembourse, se réinjecte, se réalloue. Il devient un moteur répétitif plutôt qu'un transfert ponctuel. Cette stabilisation progressive renforce la capacité budgétaire de l'État et soutient les filières agricoles locales qui gagnent en visibilité et en prévisibilité. Cette dynamique donne aussi corps aux objectifs évoqués publiquement par Ibrahim Traoré lorsqu'il défend une architecture économique plus autonome. Les dynamiques sociales se réorganisent elles aussi. Le retour de jeunes partis en ville illustre l'émergence d'un tissu d'activités lié à la maintenance, à la gestion logistique, à l'entretien des équipements hydrauliques ou à la conservation des récoltes. Les coopératives deviennent des espaces d'apprentissage où l'enregistrement numérique des prêts et des remboursements favorise une autorégulation collective. La transparence n'est pas un slogan. Elle structure les comportements et réduit les suspicions qui accompagnaient l'aide extérieure. Les communautés constatent que leurs décisions locales produisent des effets visibles, mesurables et partagés. Cette cohérence nouvelle crée un sentiment d'appartenance et renforce la capacité de décision au niveau villageois. Sur la scène régionale et internationale, l'inflexion dépasse les frontières du Burkina Faso. Les pays du Sahel, notamment le Mali et le Niger, cités dans la source, observent un modèle capable de fonctionner sans conditions imposées par des bailleurs traditionnels. Le crédit devient un signal politique autant qu'un dispositif économique. Il suggère qu'une souveraineté financière partielle est possible même dans un environnement enclavé. Les puissances occidentales, habituées à encadrer les flux d'aide par des exigences politiques, voient dans cette réorientation un déplacement d'équilibre qui réduit leur influence. L'attention critique augmente, mais elle ne parvient pas à masquer un fait central. Un mécanisme interne, discipliné par la transparence et soutenu par les infrastructures rurales, peut créer une alternative crédible. Ainsi, les conséquences s'imbriquent sur 4 niveaux: foyer, économie, société, région,
pour former une trajectoire cohérente. Le Crédit Agricole ne finance pas seulement la production, il recompose la manière dont un pays projette son avenir et mesure sa souveraineté économique. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré apparaît comme un point d'ancrage politique reliant les transformations structurelles à la volonté de maîtriser les ressources au sein du pays. Dans une trajectoire de stabilité progressive, le système de crédit poursuit son déploiement à un rythme maîtrisé. Les infrastructures hydrauliques prévues, puis pompes solaires et centres de stockage, atteignent une proportion significative des zones rurales, suffisamment pour réduire les pertes post-récolte et stabiliser les revenus. Les coopératives renforcent leurs pratiques de remboursement grâce à la transparence numérique et les ménages adaptent leur stratégie agricole sans rupture majeure. Les importations alimentaires diminuent lentement, tandis que les décisions locales gagnent en prévisibilité. Dans ce scénario, l'État consolide la mécanique interne sans dépendre d'élan spectaculaires, et le modèle s'ancre dans la durée. Dans une possibilité plus optimiste, l'accélération dépasse les anticipations initiales. Les infrastructures fonctionnent à plein régime, les familles diversifient leur culture et les chaînes de transformation locales émergent autour des entrepôts communautaires. Le retour des jeunes vers les zones rurales stimule un ensemble de métiers annexes, maintenance, gestion logistique, irrigation collective, suivi numérique. Les remboursements s'améliorent, la confiance publique augmente et le système gagne en crédibilité. L'éco-régional s'amplifie, certains pays du Sahel testent des mécanismes similaires, créant une dynamique collective d'autonomisation financière. Dans cette variante, l'architecture nationale devient un modèle d'entraînement, et la souveraineté économique s'affirme plus nettement. La troisième éventualité, plus fragile, combine plusieurs pressions simultanées. Les critiques occidentales pourraient se traduire par des contraintes indirectes compliquant la consolidation du dispositif. Certaines zones rurales, moins structurées, risquent de rencontrer des retards dans l'installation des infrastructures hydrauliques, ce qui réduirait les gains attendus. Quelques coopératives insuffisamment organisées pourraient accumuler des retards de remboursement, créant une tension interne susceptible d'affaiblir le cycle financier. Le modèle ne s'effondrerait pas, mais l'élan initial se disperserait, exigeant des ajustements administratifs et techniques pour maintenir la cohérence du système. Ces trois trajectoires, bien que différentes, convergent vers une même interrogation. Comment maintenir un équilibre entre autonomie financière et capacité institutionnelle, afin de laisser évoluer le crédit national sans dépendre des pressions extérieures ni des cycles politiques internes? La clé, dans tous les cas, réside dans une vigilance méthodique et dans la capacité à calibrer les décisions au plus près des réalités locales. Pour une partie des ménages ruraux, le changement s'incarne dans des gestes simples: planifier une saison, choisir des semences mieux adaptées, utiliser un entrepôt communautaire pour réduire les pertes. Ce qui semblait autrefois dépendre d'autorisations éloignées devient un ensemble d'actions quotidiennes dont ils maîtrisent désormais le rythme. Le crédit inscrit chaque décision dans un cadre visible, ce qui renforce la confiance et favorise une anticipation qui n'existait pas sous l'aide conditionnelle. Pour ces familles, l'enjeu n'est pas seulement économique, il touche à la possibilité de projeter leur effort de travail dans un horizon plus stable. Pour les décideurs nationaux et les acteurs techniques, la réorientation du financement représente une fenêtre stratégique rare. En réduisant la dépendance procédurale vis-à-vis des bailleurs internationaux, ils peuvent désormais structurer des politiques alignées sur les besoins observés dans les coopératives. Le crédit devient un outil de pilotage. Il révèle où les capacités locales émergent, où les infrastructures manquent et où des ajustements s'imposent. Cette lisibilité permet d'élaborer des trajectoires plus cohérentes, moins soumises aux fluctuations extérieures. Pour un public plus large, étudiants, travailleurs urbains, membres de la diaspora, la transformation évoque une question identitaire. Comment un pays peut-il redéfinir son rapport au développement lorsqu'il déplace le centre de gravité économique vers les communautés locales? Le modèle de crédit ne constitue pas seulement un dispositif financier, il propose une manière d'appartenir à un projet collectif où la transparence et l'initiative remplacent l'attente et la dépendance. Observer cette dynamique, même de loin, réactive un sentiment de responsabilité partagée. Deux suggestions simples peuvent accompagner cette prise de conscience.
suivre l'évolution des coopératives locales pour comprendre comment les décisions se coordonnent et s'interroger sur la manière dont chaque acteur, institutionnel ou individuel, peut soutenir une logique de développement enracinée dans les capacités du pays. La première étape repose sur la consolidation numérique du système de crédit. Les institutions financières locales, appuyées par l'État, doivent renforcer la plateforme d'enregistrement afin que chaque prêt demeure traçable et consultable sans friction. Cette phase intervient immédiatement et se mesure par la proportion de transactions entièrement digitalisées. L'objectif est clair, garantir que la transparence reste le socle du dispositif et non un simple attribut technique. La deuxième étape concerne l'intégration progressive des infrastructures hydrauliques au cycle opérationnel du crédit. Le gouvernement et ses partenaires techniques coordonnent l'installation des puits, des pompes solaires et des centres de stockage dans les zones déjà identifiées. Cette phase s'étend sur les premiers mois et se mesure par le nombre d'unités fonctionnelles effectivement liées aux coopératives. Chaque installation doit enrichir la capacité locale plutôt qu'alimenter une logique centralisée. La troisième étape vise la formation continue des agriculteurs et des coopératives. Les autorités locales organisent des sessions régulières pour expliciter les principes de remboursement, le suivi des équipements et l'usage collectif des infrastructures. Cette séquence débute après les premières mises en service et se mesure à travers la participation et la stabilité des pratiques observées. Le transfert de compétences devient alors une condition centrale de la durabilité du modèle. La quatrième étape, plus stratégique, consiste à structurer une coordination régionale. Les pays du Sahel, intéressés par le modèle, sont invités à partager des méthodes et des outils afin de réduire les asymétries de mise en œuvre. Cette phase débute à moyen terme et se mesure par le nombre de coopérations effectives. Dans ce cadre élargi, Ibrahim Traoré apparaît comme un point d'articulation politique, reliant l'ambition nationale à une dynamique régionale émergente. Lorsque l'on revient aux premières coopératives où un puits ouvert, une pompe solaire installée ou un entrepôt réorganisé avaient marqué les premiers signes d'autonomie, la portée de la transformation apparaît sous un jour plus net. Ces gestes modestes, vérifier un remboursement numérique, répartir un stock, maintenir l'humidité d'un sol, semblaient n'être que des réponses locales à un besoin immédiat. Ils ont pourtant constitué les premiers anneaux d'une chaîne où les communautés, plutôt que les bailleurs extérieurs, reprenaient progressivement la maîtrise de leurs décisions. Dans cette continuité, la figure d'Ibrahim Traoré n'agit pas comme un héros monolithique, mais comme un fil reliant les inflexions budgétaires aux dynamiques sociales observées dans les villages. Son rôle s'inscrit moins dans l'exception que dans la cohérence. Rappeler que la souveraineté économique ne se décrète pas, elle se construit lentement par les mains de ceux qui irriguent, stockent et cultivent. Ce passage d'un modèle subi à un modèle assumé laisse une impression durable, celle d'un pays qui redéfinit sa marge d'initiative en s'appuyant sur les lieux mêmes où la transformation a commencé. En définitive, la confiance fait naître une force durable. Dans l'élan créé par la réorientation du crédit agricole, une nouvelle manière d'appréhender le développement se dessine, moins centrée sur l'attente, davantage ancrée dans l'initiative collective. Les coopératives, les ménages et les jeunes revenus de la ville composent désormais un paysage où la participation locale devient une forme d'expression civique. Le modèle ne se limite plus à produire des récoltes. Il produit des liens, une responsabilité partagée et un imaginaire commun autour de la souveraineté économique. Cette dynamique ouvre un espace où chacun peut contribuer, même modestement. Suivre l'évolution des coopératives, comprendre comment les décisions se tissent au niveau local, ou encore soutenir les initiatives qui renforcent la transparence et l'autonomie. L'essentiel n'est pas l'ampleur de chaque geste, mais leur continuité dans le temps. Si le Burkina Faso esquisse une possibilité nouvelle, c'est celle d'un développement qui se construit à partir du terrain, par les acteurs qui en vivent les réalités quotidiennes. Et vous, comment imaginez-vous le rôle des communautés locales dans la transformation économique durable d'un pays ?